Super, merci beaucoup, 14h30, Céline. tu es ponctuelle, c'est parfait, Aurore. Génial, super. Eh ben, déjà, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Marguin. J'ai fondé Marguin Design et en fait, j'accompagne les solopreneurs. Je les aide en fait à vivre de leur passion en cultivant leur liberté à travers trois piliers qui sont le branding, l'état d'esprit et la créativité. Donc, moi, de formation, je suis graphiste. Je me suis beaucoup formée au web, au marketing, voilà, à tout ce qui touche en fait le branding d'une manière générale. On va préciser ce qu'est le branding pendant ce webinaire. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un pilier et un outil super important quand on veut vivre de sa passion, tout comme l'état d'esprit et la créativité. Et du coup, je propose en fait des séances de consulting en design d'identité. Et donc, ça va être aussi l'occasion de vous préciser un petit peu en quoi cela consiste. Et donc, le thème du webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le design d'identité et comment est-ce que ça va vous aider dans votre entreprise, dans votre business ou dans tout projet que vous lancez en fait, finalement. Ben, c'est parti. On t'écoute. Allez, c'est parti. Si tu veux partager ton écran, voilà, pas de souci. Tu Non, veux comme chez c'est toi. Voilà. simple. Vous Pas n'aurez pas besoin. Le papier et le crayon ne sont pas obligatoires, même s'ils Ah, sont fortement Super. conseillés pour prendre des notes. Mais c'est reposer enfin. complètement attentif là. Non, non, là, c'est plus cool. Alors, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que le design d'identité, il faut qu'on clarifie qu'est-ce que c'est que le branding. Parce qu'on a tendance à confondre le branding avec l'identité visuelle. Donc, on a tendance à se dire, bon, si j'ai un logo et que j'ai un site, c'est bon, j'ai un branding. Voilà. On a tendance un peu à confondre ça. Ou alors, quand on entend, parce que brand, c'est marque, quand on entend le mot marque, on a tendance, en tant que solopreneur, à ne pas se sentir concerné parce qu'on se dit, ouais, c'est pour les marques de vêtements, enfin, marque, ça me fait C'est pour les vis, c'est pas pour moi, quoi. C'est pour Oui, c'est ça. multinational. C'est ça. On a l'impression qu'on parle de produits physiques, voilà. Alors que pas du tout. En fait, j'ai un truc à vous dire, c'est que vous ne le savez pas, mais vous avez tous un branding. Voilà, En vous fait. avez appris ça. Bon, vous n'allez pas repartir tout seul. Voilà. En fait, vous avez tous un branding, sauf que vous ne le savez pas. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que le branding? Le branding, c'est la fusion de deux choses. C'est la fusion de votre identité de marque et de votre image de marque. L'identité de marque, c'est la façon dont vous souhaitez être perçu par le public. Et l'image de marque, c'est la façon dont vous êtes réellement perçu. Donc, si on peut faire le parallèle avec une personne, un être humain, un être humain, il a une identité, il a une personnalité. Ça, c'est l'équivalent de l'identité de la marque. Et puis, cet être humain, il a une réputation. Et la réputation, c'est en fait l'image mentale que les gens ils se font de cette personne, l'opinion que les gens ils se font de cette personne, les émotions, les sentiments que les gens ont au contact de cette personne. Et ça, c'est l'image de marque. Ok, donc, le branding, c'est vraiment les deux. C'est l'image de marque et l'identité de marque. Donc, pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas confondre avec le fait d'avoir un logo et tout? Parce qu'en fait, dans l'identité de marque, ça englobe plein de choses. Votre identité de marque, ça va être votre identité visuelle, donc les couleurs que vous utilisez, les formes, les logos, les images que vous utilisez. Mais ça peut aussi être ce qu'on appelle l'identité sonore. Donc, les jingles dans les publicités, la petite musique au téléphone quand les gens patientent. On parle Même la voix de la personne. tout ce qui Voix est. d'entrepreneur. En fait, il y a la vue, il y a le son. On peut même parler d'identité olfactive. Bien Parce sûr. que, par exemple, quand vous passez à côté d'un McDo, vous n'avez même pas besoin de voir l'enseigne, ça sent McDo. Non, mais c'est vrai, vous reconnaissez l'odeur de la même manière que moi, j'habite dans la Côte d'Azur. Je vous garantis que quand on passe à côté d'une usine Fragonard, on sait qu'on est près de l'usine Fragonard. Ah, et puis c'est génial. Non, mais voilà, quand vous arrivez chez Lush, ça sent les huiles essentielles. En fait, c'est une expérience, une identité, ça crée une expérience avec les gens.
ça sollicite les… Donc, c'est pour ça, c'est pas seulement le visuel, c'est pas seulement le logo. Il y a aussi la façon dont vous écrivez. Quel ton est-ce que vous employez à l'écrit? Est-ce que vous choisissez le vouvoiement? Est-ce que vous insérez des touches d'humour dans votre texte ou est-ce qu'au contraire, vous êtes très corporate? Donc, c'est tout ça une identité. Voilà, c'est tout ça. Donc, maintenant qu'on a clarifié… Ah oui, une petite chose qui est importante aussi, vous n'êtes pas obligé d'être une entreprise pour avoir une marque. En fait, aujourd'hui, on parle de personal branding. OK? Donc, vous pouvez avoir un branding même si vous êtes juste porteur de projet, en fait, et que vous êtes dans la démarche où vous ciblez des personnes qui vont vous… par exemple, les personnes qui vont vous financer. Ce pas des clients, mais c'est des personnes qu'il faut que vous arriviez à toucher. Donc, vous allez pouvoir travailler sur votre branding à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas nécessairement… Vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise. Ça peut s'appliquer dans d'autres cas de figure. Est-ce que c'est clair là pour tout le monde? Oui, c'est bon? On n'a endormi personne, c'est bon? Tout le monde est encore là? C'est bon? C'est ça, je suis une personnalité branding à moi toute seule. Bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que le design d'identité? Le design d'identité, c'est l'art et la manière de construire l'identité de marque. C'est aussi ce que l'on appelle le design global. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'image de marque, la partie réputation, c'est une partie qui est difficile à contrôler puisqu'elle se passe dans la tête des gens. Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Non. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de construire votre identité de marque de telle manière à ce que ça vienne influencer dans le bon sens votre image, ce qui se passe dans la tête des gens. OK? Donc, c'est pour ça que le design d'identité, ça consiste en fait à venir construire cette identité, sauf que le but, ce n'est absolument pas de s'inventer une vie. Hein. On va partir de faits réels, on va partir de choses qui existent déjà en vous et dans votre business et dans vos produits et vos offres. Non, vous ne transformez pas en Kardashian, on est bien d'accord. Exactement. Ah, mais surtout pas, parce que sinon, en fait, si vous êtes dans le faux, au bout d'un moment, ça va se ressentir et le masque va tomber et voilà. Non, le but du design d'identité, c'est vraiment de partir de l'existant et de le sublimer. Donc, on va aller regarder votre histoire, vos faiblesses, votre expertise, vos compétences, vos forces, votre mission de vie, votre vision. On va aller regarder tout ce qu'il y a à puiser dans votre entreprise, ce qu'elle apporte, ses valeurs, par exemple, les solutions qu'elle résout, vos propres difficultés pour les transformer en histoire personnelle. On va aller puiser dans ce qui existe vraiment, dans ce qui est vrai, et on va aller regarder en fait comment cette matière première elle peut nous permettre de construire une identité qui va permettre de marquer les esprits et de marquer votre cible, donc de marquer les personnes que vous voulez vraiment toucher. C'est un peu comme quand on construit une maison. Il nous faut, la maison, on ne la construit pas de zéro, on prend de la matière première, on prend du ciment, on prend des briques, on prend du bois. Fais attention à ce que tu dis, hein. On a un constructeur avec nous. Hein. Attention. Bon, alors, justement, je pense qu'on ne va pas me contredire si je dis que quand on construit une maison, on tient aussi compte du terrain. Oui, c'est exact. De comment il est le terrain. Mieux. Déjà même. Et oui, attention, oui, très bien en commentaire. On a quelqu'un qui construit les maisons et on a une décoratrice. Donc, super, alors on va m'accompagner dans mes métaphores, c'est parfait. Donc, quand on construit une maison, on tient aussi compte du terrain. Eh ben, c'est exactement pareil pour le design d'identité. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'on ne va pas vous construire une identité de marque qui nécessite l'intervention d'une dizaine de personnes quand, en fait, on sait très bien que la personne elle est toute seule. Donc, l'identité de marque, le design d'identité, c'est construire une identité de marque qui s'adapte aussi aux contraintes de la personne. C'est sûr que si tu n'es pas en possibilité d'avoir, par exemple, un photographe à disposition, et si toi-même, tu n'es pas bon en photo, je ne vais pas te dire « Ah bah, tu vas baser toute ta communication visuelle sur des shootings photos ultra professionnels avec des effets techniques super difficiles à obtenir. » Enfin, voilà, bien évidemment qu'on s'adapte. On s'adapte à la personne. Et donc, ça tient compte des contraintes.
Voilà, et ça va chercher. Le but, en fait, c'est vraiment que les gens, en fait, si vous voulez, les gens, quand ils sont face à une marque, il y a des études qui ont démontré qu'elle appréhende la marque de la même manière qu'elle appréhende une personne. C'est-à-dire qu'une personne face à une marque, elle va ressentir des émotions, elle va se faire une opinion, elle va la juger, elle va l'aimer, elle va avoir un coup de cœur ou au contraire, elle va la détester en se basant sur finalement les mêmes critères que quand elle rencontre une personne. Est-ce que cette marque / personne a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que cette marque / personne me comprend? Est-ce que cette marque / personne me séduit? En fait. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec l'identité, le design d'identité et l'identité de marque d'une manière générale, on n'est pas sur un truc, c'est du marketing, c'est froid, c'est machin. Non, on est purement sur de l'émotionnel. On n'est que sur de l'émotionnel. Le but, c'est quelle émotion, quel sentiment, qu'est-ce que je transmets, en fait. Et le truc, c'est que en construisant votre identité de marque, ça va vraiment vous aider à vivre de votre passion. Parce que déjà, la première chose, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup moins de chances de subir une image de marque qui ne vous correspond pas. Si vous ne travaillez pas un minimum votre identité de marque, c'est sûr et certain que l'image que vous allez retransmettre, elle ne va pas correspondre à ce que vous voulez, quoi. Et si elle ne correspond pas à ce que vous voulez, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des clients à vous, mais en fait, vous allez attirer, alors dans le meilleur des cas, parce que vous pouvez peut-être être tellement lisse et comment dire, ouais, votre personnalité, elle peut être peut-être tellement lisse que du coup, il n'y a personne qui va se souvenir de vous et du coup, vous allez attirer personne. Ça, c'est dans le pire des cas. Et si vous attirez quand même du monde, c'est fort probable que ces personnes ne correspondent pas à la cible que vous souhaitez. En fait, si vous voulez attirer les bonnes personnes, il vous faut le bon appart. Tout simplement. Et du coup, si vous subissez une image de marque qui n'est pas du tout la vôtre parce que vous n'avez pas pris le contrôle de votre identité de marque à aucun moment, c'est sûr que les gens qui vont venir à vous, ça va être la plupart du temps des clients qui n'ont pas compris ce que vous faites vraiment. Oui, l'idéal, oui, c'est ça. L'idéal, c'est d'avoir l'identité qui correspond aux personnes qu'on souhaite. C'est exactement ça le but. Parce que vous allez avoir des personnes que vous ne souhaitez pas, donc peut-être un type de client avec qui vous savez que ce n'est pas rentable, donc des personnes qui n'ont pas compris ce que vous faites parce qu'en fait, ce n'était pas clair à travers votre branding. Des personnes que vous allez avoir du mal à satisfaire parce qu'en fait, ils s'étaient fait une fausse image des résultats qu'ils pouvaient obtenir avec vous, etc. Voilà, donc ça va vraiment vous permettre de faire venir à vous, de devenir un aimant en fait aux vrais clients, aux vrais bons clients que vous voulez, du coup. Autre chose, le design d'identité, c'est aussi un moyen, non seulement ça va permettre non seulement on va le construire en fonction de vos contraintes, mais en plus, on va le faire de telle manière à ce que ça puisse solutionner des problèmes que vous rencontrez. Par exemple, on va aller regarder les soucis que vous pouvez avoir pour détailler vos offres et on va voir en quoi votre branding va pouvoir vous aider à détailler vos offres. Est-ce qu'il faut communiquer différemment à travers le site? Est-ce qu'on n'est pas, peut-être qu'on n'est pas sur le bon réseau social par rapport à notre secteur d'activité? Voilà, ça va permettre, on va identifier des soucis qui peuvent être rencontrés par les clients et on va voir comment est-ce qu'à travers le branding, à travers la communication, comment est-ce qu'on peut solutionner tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on écoute. Ça va? Oui. Et oui, d'où l'importance de bien travailler son branding et sa com, exactement. C'est ça. C'est ça. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que une fois que vous avez réussi à créer une connexion émotionnelle avec les gens, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est le but, on est sur de l'émotion. Une fois que vous avez réussi à créer une connexion émotionnelle avec les gens, du coup, ça va fidéliser. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir flashé sur une marque. Et du coup, vous avez adoré l'expérience que vous avez eue dans tel ou tel magasin, ou vous avez adoré un produit que vous avez acheté et tout. Du coup, derrière, vous avez un peu
cette envie par vous-même, sans qu'on ait besoin de venir vous chercher, vous avez cette envie d'aller prendre des nouvelles de cette marque. De la même manière que quand vous avez un coup de cœur avec une personne, ben, de vous-même, vous avez envie de prendre de ses nouvelles, quoi. Ben là, c'est pareil avec la marque. Une fois qu'on a créé cette connexion émotionnelle, bah, du coup, la personne d'elle-même, elle va se dire, tiens, est-ce qu'elle a une page Facebook? Ah bah, je vais aller regarder, puis je vais aller m'abonner. Tiens, est-ce qu'il y a des nouveaux articles sur son blog? Tiens, est-ce qu'elle a sorti une nouvelle offre? Est-ce qu'elle fait des soldes pour le Black Friday? Voilà, d'elle-même, elle va aller chercher l'information puisqu'on a créé une marque émotionnelle et du coup, on a réussi à marquer l'esprit de la personne, à marquer sa mémoire. Bon, et on fait comment pour créer tout ça? Concrètement, Alors, pratico-pratique. Alors, pratico-pratique. Alors déjà, il y a des questions auxquelles il faut répondre dès le départ. C'est vraiment les fondamentaux. C'est le pourquoi, le pour qui, le quoi et le comment. Ça tout part de là. Déjà, il faut être… Et dans cet ordre-là. D'abord, on travaille le pourquoi. Ensuite, le pour qui. Et ensuite, le quoi, comment. Donc, le pourquoi, c'est vraiment pour quelle raison est-ce que vous faites ce que vous faites. Et le truc, c'est que la plupart du temps, on a tendance à répondre un peu vite à cette question. On se dit, ah bah oui, bah, je sais pourquoi je le fais. Sauf que moi, ce que je propose à mes clients, c'est vraiment d'aller approfondir à fond. Parce que plus on va aller à fond dans le pourquoi, plus on va déceler cette matière première dont je vous parlais tout à l'heure. Plus on aura une matière première riche, plus on va pouvoir construire quelque chose de riche. Donc vraiment approfondir le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais. Quitte à partir un peu dans son délire. Se dire, oh là là, je pars trop loin. Non, c'est pas grave, vous partirez jamais trop loin. Après, lâchez votre créativité et ensuite, on fera le tri des choses. Mais déjà, vous répondez à ça, le pourquoi. Après, le pour qui, donc c'est en fait trouver votre cible majoritaire, ce qu'on appelle le client idéal. Donc, le client idéal, ça ne veut pas dire que vous allez vous fermer à toutes les autres personnes, c'est juste que vous allez en cibler une en priorité et que vous allez réussir à définir clairement quelle est la personnalité, les caractéristiques du client avec qui ça marche le mieux et avec qui je peux être le plus rentable et avec qui j'ai vraiment envie de travailler. La personne pour qui mon offre elle est faite, finalement. Et là, moi, ce que je recommande, c'est d'aller sur le terrain. C'est pas seulement de se contenter de faire le petit portrait sur son ordinateur ou sur sa feuille de papier à son bureau. Là, vraiment, ce que je recommande, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, de parler avec des prospects. Alors après, ça dépend de votre domaine d'activité. Ça peut être sur des réunions de réseautage, ça peut être des clients que vous avez déjà, interroger peut-être des clients que vous avez déjà, ça peut être… par exemple, vous rendre à des événements où vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent correspondre à vos clients. C'est sur le client idéal que je bloque. Ah oui, voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que le client idéal, tu vas à sa rencontre. En fait, c'est la somme de toutes les rencontres que tu fais. Tu peux aussi passer par Facebook, aller sur les groupes Facebook et regarder un peu les questionnements, les problématiques que les gens se posent. Et en fait, comme ça, tu finis par dresser un portrait. Et ton expérience, elle t'aide beaucoup parce que tu vois avec qui le feeling il est bien passé, tu vois avec qui tu as eu des meilleurs résultats. Moi, par exemple, mon client idéal, c'est la fusion de plusieurs clientes, en fait. C'est la fusion de plusieurs personnes réelles. Et donc, te baser sur des personnes réelles, c'est un bon moyen. C'est un excellent moyen de dresser un portrait qui soit représentatif d'une réalité. Voilà, c'est ça. Parce que le problème, c'est que si tu es juste chez toi et que tu te bases sur rien de concret, rien de réel et aucune expérience, ben, il se peut que le client idéal que tu t'imagines, en fait, il ne correspond pas. Les questions que tu penses qu'il se posent, elles n'existent pas vraiment. C'est d'autres questions qui se posent ou voilà. Alors, il ne faut pas confondre client idéal et prince charmant. Il faut quand même qu'il existe un peu quand même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est que le client idéal, c'est vraiment sur le terrain que tu apprends à le connaître, clairement. Voilà. Et après, pour le comment et le quoi, alors là, ce que je demande à mes clients, c'est de répondre en matière d'émotion. C'est-à-dire que il faut définir le problème que rencontre le
client et quelle est la réponse émotionnelle que toi tu apportes. Donc, par exemple, donc on a défini en amont que mes clients, c'était, imaginons, hein, mes clients, ce sont les chefs d'entreprise débordés dans le secteur de l'immobilier, par exemple. Donc, ces chefs d'entreprise sont extrêmement stressés parce qu'ils sont débordés. Je leur apporte de la sérénité parce que ils me délèguent leurs tâches les plus lourdes. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, où vous êtes assistante de direction ou ce genre de choses. Bah, du coup, vous avez un client qui a une problématique finalement qui est émotionnelle. En fait, son problème, c'est qu'il est complètement débordé et du coup, ça génère du stress, ça génère le fait qu'il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa famille. Du coup, bah, il y a sa femme ou il y a sa femme ou son conjoint qui lui disent mais enfin, on passe plus de temps ensemble, qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, ça a des enjeux ultra émotionnels dans sa vie au final, hein. Et vous apportez, ce que vous vendez, c'est un service d'assistance, mais en fait, c'est une sérénité. C'est un retour à la paix. Donc, du coup, je demande à mes clients de me donner une réponse émotionnelle et puis après de me donner une réponse pratico-pratique. Donc, la réponse pratico-pratique, c'est mes services d'assistante du lundi au vendredi avec des forfaits, je me déplace dans l'agence ou je peux travailler en télétravail. Voilà, ça c'est le côté très concret qu'il faut aussi mettre à plat hein, parce qu'il faut que les personnes puissent comprendre exactement ce que vous faites. Et puis, il y a le côté émotionnel où finalement, le vrai problème qu'on résout, c'est un problème émotionnel. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux. Ok. Et donc, émotionnel, on peut aussi le travailler en B2B. Parce que l'émotionnel, on est habitué à en entendre parler avec les particuliers. C'est typiquement l'achat coup de cœur de la petite robe que vous avez vue dans le magasin. Et traditionnellement, on disait qu'en B2B, l'émotion, il n'y en avait pas. On était hyper rationnel, on achetait moins cher, meilleure qualité-prix, etc. L'émotionnel, il n'y en avait pas en B2B. Toi, tu nous dis qu'en fait, l'émotionnel, ça existe aussi en B2B. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. En B2B, après, ça dépend à qui vous vous adressez, bien évidemment, parce que moi, par exemple, je m'adresse aux solopreneurs, donc il y a des enjeux émotionnels qui sont ultra forts. Mais par exemple, si vous vous adressez à des entreprises plus grandes, il y a des émotions très importantes telles que la confiance, par exemple, la fiabilité, la qualité, enfin comment, la fierté, on va dire plutôt. Il y a tout un tas de choses. Après, justement, la sécurité aussi. Enfin, je peux t'en citer plein. Mais non, au contraire. Et puis, j'ai même envie de te dire que parfois, il y a des entreprises, leur parti pris branding, c'est justement la discrétion. Parce que, ben, j'ai vu le cas, par exemple, je me rappelle, j'avais un client, c'était à l'époque, quand je faisais du graphisme, il fabriquait du packaging de parfum. Et ben en fait, on avait, à l'époque, je me rappelle, on avait étudié le branding de leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs, en fait, le rôle de leurs fournisseurs, c'est de mettre en lumière leurs clients. Donc, du coup, par définition, eux-mêmes doivent se montrer extrêmement discrets. Et cette discrétion, ça rassure le client parce qu'il se dit, OK, en fait, ils sont discrets, donc ils me laissent la place d'exister. Tu vois? Donc oui, tout à fait, ça peut s'appliquer au B2B complètement. Complètement. Okay. En fait, ça s'adapte avant tout à votre client idéal. Finalement, c'est ça. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, quand je vais sur les groupes Facebook pour échanger en matière de déco, je ne trouve pas dans les réponses la dimension bien-être et soins à travers des choix de déco et dans les attentes. Une idée de comment rencontrer mes clients idéaux et où? Ok, alors, donc... Peut-être que Philiane explique un petit peu mieux son métier, peut-être. Décoration, mais avec une dimension bien-être, c'est ça? Oui, parce que je n'étais pas là tout à l'heure. Mais là, comme ça, ce qui me viendrait à l'esprit, ce serait peut-être d'aller voir du côté justement bien-être, en fait, plus que du côté déco. Parce que
pour trouver ton client idéal et même d'une manière générale pour t'inspirer dans ton branding, c'est bien d'aller voir ce qui se fait en dehors de ton secteur d'activité. Il ne faut pas te fermer à ton secteur d'activité. Bah oui, les salons bien-être. Parce que regarde, par exemple, tu vas sur un salon bien-être et puis tu parles de ce que tu fais à quelqu'un qui fait, par exemple, sur les salons bien-être, souvent, on voit des gens qui vendent des cristaux. Et bah, du coup, tu peux tout à fait parler avec cette personne et essayer de faire le lien entre ta décoration et les cristaux. Et en fait, bim, tu as trouvé un partenaire et potentiellement, tu as trouvé un client. Tu vois? Parce qu'il y a de fortes chances que la personne qui s'intéresse au bien-être et aux cristaux, elle s'intéresse aussi à l'aspect décoratif, par exemple, à l'aspect intérieur, à l'aspect, tu vois. En fait, il faut essayer d'aller un peu voir justement au-delà de juste ton secteur. C'est bien ouais, toujours, de toute manière, dès qu'il s'agit de créer, d'utiliser ta créativité, c'est bien d'aller voir ce qui se passe en dehors de ton secteur, justement, pour voir comment est-ce que tu peux le rattacher à ton secteur, en fait. Donc, si quand tu vas du côté déco pur, tu as du mal à échanger sur l'aspect bien-être, après, aussi, est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que sur les groupes Facebook, tu as directement interrogé les gens à ce sujet? Parce que tu peux tout à fait faire un post en disant, voilà, moi en fait, je suis passionnée de décoration, mais à travers la déco, ce qui me parle, c'est vraiment le côté bien-être. Et tu vas voir, en fait, s'il y a des gens qui te répondent et qui vont te dire, ah ouais, mais moi aussi, en fait, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en parler dans le groupe, mais en fait, moi aussi, c'est ça qui me plaît. Tu vois? Et Oui, vas-y, finis. et je disais, interagir, ça va peut-être t'aider à connecter davantage avec les gens et du coup à mieux comprendre en fait. Voire même créer un groupe Facebook dédié d'éco bien-être. Comme ça, les gens qui viennent, ils savent qu'ils vont parler d'éco bien-être. Et ça peut amener des futurs prospects. Tout Ou à des fait. partenaires. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, pour moi c'est clair. J'ai prévu. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'Aurore nous a dit? Est-ce que tout est clair et ce que vous avez déjà mis en place? Vous en êtes tout par rapport à cette démarche-là? En cours. En cours. Mais c'est toujours en cours. Si, oui, non, mais c'est vrai que oui, il y avait des choses à retenir et puis qui sont bien à retravailler, mais c'est vrai que l'émotion par rapport au client, dès qu'on arrive à capter son émotion, on a capté beaucoup de choses quoi, par rapport au travail. Bien savoir sur quelle position il se trouve et ce qu'il attend effectivement émotionnellement de nous. Parce que la qualité professionnelle, c'est une chose, mais la sérénité, la confiance et puis l'envie fait qu'on peut bien travailler avec ou pas, je pense. Oui, tout à fait. Ben, en fait, tout à l'heure, d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure, Céline, quand tu parlais du B2B et que tu disais que finalement, on a tendance à penser qu'ils vont aller au moins cher, etc., etc. Le branding, justement, quand il est maîtrisé, ça sert à ce que tu deviennes irremplaçable. Parce que si une personne, elle va juste... si une personne, elle a aucune émotion à ton contact et que finalement, elle est très détachée, bah du coup, effectivement, elle va aller au moins cher. Tu vas devenir complètement interchangeable à ses yeux. Par contre, si cette personne, elle a vraiment une confiance en toi, elle a confiance en la qualité de ton travail, elle a aimé la façon dont tu l'as démarché, elle a apprécié ce qu'elle a trouvé sur toi quand elle a cherché ta marque sur Internet. Enfin, on a tous des partenaires qu'on échangerait pour rien au monde parce qu'on sait qu'avec eux, on a ce qu'il nous faut, quoi. Et je pense qu'on est tous prêts à payer un petit peu plus cher pour un service que l'on sait correspondre parfaitement à nos besoins. Je veux dire, enfin voilà, par exemple, votre médecin généraliste, a priori, il ne faut pas que ce soit quelqu'un que vous puissiez interchanger comme ça, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un en qui vous avez une super confiance et tout. Enfin, vous avez un bon feeling avec. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. C'est vraiment à ça que ça sert.
s'il n'y a pas cette connexion émotionnelle, bah, qu'est-ce qui va faire que les gens ils vont pas faire appel à votre concurrent moins cher dès qu'ils en auront l'occasion? Oui. Alors, il y a Émilie qui nous dit « J'ai bien avancé, notamment pour mon site web. » Ah, top, bravo, très bon début. Moi, j'en ai pas. Ça va venir. Pas encore peut-être. Enfin, j'ai une page fixe, mais non, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai une clientèle un peu particulière, donc ils vont pas sur le web. Peu. Enfin, je pense. Bah, c'est que bah, alors il faut prendre le temps de développer les supports de communication qui sont pertinents. Ouais. Effectivement, s'ils ne sont pas beaucoup sur Internet, peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur le support papier à ce moment-là. Oui, je pense. Oui. Ouais. Après, il faut penser aussi faut pas oublier la digitalisation. On a vu ce qui s'est passé avec le confinement. Ouais. Les gens se sont mis, même ceux qui n'étaient pas trop Google, ils ont fini par y aller aussi. Ouais. Et les entreprises ont besoin d'être visibles. Les annuaires, les bottins n'existent plus. Maintenant, le bottin, c'est Google. Et si on n'est pas dessus, ça peut être compliqué, quoi. Oui, il faut un minimum, c'est sûr. Il y a un minimum, voilà. On n'est pas obligé de publier un article tous les jours non plus, hein, je vous rassure. Hein. Non, bien sûr, mais après vous pouvez, bah oui, Émilie dans le chat, elle nous cite Google Business. C'est un excellent exemple. Aujourd'hui, vous pouvez vous créer une présence sur Internet gratuitement et ultra facilement avec des choses comme Google Business. Vous pouvez, bon, après, il y a bien évidemment les réseaux sociaux qu'on connaît tous. Mais voilà, si jamais les gens vous cherchent sur Internet, ils ont moyen de vous trouver, ça c'est l'essentiel. Et puis après, oui, c'est sûr que là, avec le Covid, on a eu une situation sans précédent. Et effectivement, moi, je parlais hier, j'étais en rendez-vous avec un développeur qui a ouvert son agence. Il a ouvert son agence il y a peut-être un an, un truc comme ça. Et il m'a dit, j'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement parce que tout le monde voulait faire la conversion vers le numérique. Du coup, automatiquement. Après, il y a des secteurs d'activité qui ne peuvent pas se faire, qui nécessitent une présence physique. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ça, le site internet, c'est l'intervention d'après. Vous êtes vraiment trop forts, les experts. Hein. Vous enchaînez les uns aux autres, c'est parfait. Juste après moi, on parle de site web. Les sites web et réseaux sociaux avec Régina. La communication pendant le Covid. Génial. Génial, bah, c'est top, vous allez pouvoir faire la transition. Mais après, oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand vous travaillez sur votre client idéal, ça vous permet vraiment d'orienter votre branding par la suite parce que vous allez aussi faire des choix de support de communication en fonction de votre client idéal. C'est-à-dire que, voilà, comme on disait tout à l'heure, si votre client idéal, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'est vraiment pas beaucoup sur Internet, ne dépensez pas tout votre budget communication sur le web. Effectivement, comme disait Céline, il faut que vous ayez une présence, ça c'est clair, mais concentrez-vous sur des supports de communication qui vont davantage vous servir. Ok. Encore un truc à faire, Bertrand. Les réseaux sociaux. Émilie nous dit oui, les réseaux sociaux, c'est impératif pour se développer. Suivant l'activité, ça peut être impératif. C'est très rigolo parce que j'ai un exemple ultra concret et récent à vous donner qui m'est arrivé juste avant la séance. D'accord, vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Émilie. Tout à l'heure, juste avant la séance, j'ai eu un incident sur mon site internet, enfin pas sur mon site internet, sur mon blog. J'ai du bol, c'est que mon site internet et mon blog, ils sont dissociés. En fait, c'est pas la même, enfin c'est deux trucs différents. Quand vous naviguez, vous vous rendez pas compte, mais en fait, vous allez sur, en quelque sorte, deux sites différents. Enfin, c'est un sous-domaine. Bref. Et donc, j'ai mon blog qui a planté tout à l'heure, mais il a planté, mais méga planté. C'est-à-dire que là, il est en maintenance, il est kaput. Je n'ai pas réussi à le débugger, alors que d'habitude, je suis assez... ça va, je m'en sors à peu près pour ce genre de truc. Mais alors là, par contre, c'est la grosse cata. Vraiment, le site, il est en maintenance pour une durée indéterminée, tant que c'est pas dépanné. C'est des choses qui arrivent. Mais du coup, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Parce que là, j'ai le webinaire avec vous. C'est dommage, les gens ne pourront pas accéder à mon blog.
Et là, je me suis dit, oui, mais c'est pas grave, parce que j'ai Instagram, j'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai les podcasts sur Spotify, sur Deezer, etc. Ah, oh là là, pauvre, en plus, il est génial ce blog avec les podcasts. Oh, merci, merci. Bah, les podcasts, du coup, ils sont accessibles sur Spotify dans tous les cas, hein, en attendant. Merci beaucoup. Mais voilà, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, voilà, une excellente raison d'être sur de multiples plateformes. C'est que le jour où il y en a une qui plante, il y a les autres qui prennent le relais. Ouais. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et même, je vais vous dire, là, dans mon cas, j'ai encore plus de chance parce que les gens ont accès au site. Même s'ils n'ont pas accès au blog, ils ont quand même accès au site et aux pages de vente et ils peuvent quand même Rentrer en communication avec rentrer en toi. communication, exactement. Donc, du coup, tout n'est pas capoute, heureusement. Mais vous voyez, là, je me dis, bah, si vous voulez découvrir un petit peu plus mon contenu, bah, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Marguin Design, vous pouvez aller sur Deezer, sur Google Podcast, sur iTunes, sur Spotify, vous tapez Marguin Design. Voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc, je me suis dit, oh, ça va. Elle ça est va. partout. Elle est Mais vous voyez, c'est encore un exemple. Voilà, une stratégie de communication qui est d'être multiplateforme, eh ben, elle résout des soucis ultra concrets. Là, en l'occurrence, on est complètement dans le cas de figure. Et je me suis dit que j'allais vous en parler du coup. Bah, ça y est, c'est fait. Ouais, diversifier ses supports, exactement. Ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Et voilà, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous vouliez clarifier peut-être? On va aller voir les blogs. Salut. Non, c'est bon. Alors, après avoir regardé tous les webinaires en replay, vous avez tous les podcasts après à écouter en replay. Ouais, c'est génial les podcasts. C'est génial les podcasts. Moi, j'adore écouter des podcasts en faisant mon ménage et j'adore le fait que les gens puissent écouter mon podcast en faisant leur ménage. Oui, samedi matin, tous au webcam. Et tu as remarqué des pics de connexion à certains jours ou certains horaires pour savoir quand est-ce que les gens font leur ménage ou courent? J'ai pas encore. J'ai l'impression que c'est très variable parce que comme ma cible, c'est des entrepreneurs, bah, du coup, chacun a un petit peu son rythme, quoi. Au niveau du ménage, chacun a un petit peu son rythme. Donc, c'est hyper variable. Je saurais pas dire. Mais ouais, non, mais c'est super. En fait, le truc, c'est que quand je fais des séances de design d'identité avec mes clients, j'essaye toujours de trouver qu'est-ce qui leur ferait le plus plaisir de créer comme contenu. Parce que plus tu vas avoir du plaisir dans le contenu que tu crées, plus tu vas être productif et efficace dans le contenu en fait. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, comme je m'adresse aux solopreneurs et que du coup, pour la plupart du temps, on est tout seul à faire ce qu'on fait, on délègue ce qu'on peut, mais on peut rarement déléguer énormément, en tout cas dans ce que j'ai pu identifier. Du coup, autant que les tâches que l'on fasse soient des tâches qui nous plaisent et qui nous portent, en fait. Et moi, personnellement, le podcast, ça a été un vrai coup de cœur, quoi. Ça a été un vrai coup de cœur. Et quand j'enregistre un podcast, en général, c'est juste j'ai une idée, je prends le téléphone, dictaphone et je parle et après, je coupe 2-3 trucs et c'est réglé, quoi. Enfin, vraiment, donc voilà, ça fait partie des choses parce que bien sûr que si à chaque fois que vous créez vos contenus, comme on disait, oui, effectivement, encore une chose à rajouter sur la to-do list, oui, mais alors autant que ce soit des choses qui se fassent toutes seules et qui soient fluides et fun, quoi. Tout à fait. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Tout est clair? Tout est clair. Merci Aurore. Merci. Merci beaucoup. Et puis, si jamais, du coup, vu que le blog, pour l'instant, il est capoute, je ne vais pas vous inviter à aller dessus. Par contre, vous pouvez aller sur le site marguindesign.com. Vous y trouverez
mes cadeaux gratuits. Vous y trouverez aussi ce que je propose, donc plus précisément les séances de consulting en design d'identité. Il y a aussi une formation en ligne qui est en train d'être construite qui s'appelle Easy Branding et qui consiste à vous accompagner justement dans la construction de votre branding depuis le confort de votre ordinateur chez vous. Donc, c'est sur liste d'attente, vous pouvez regarder. Et sinon, mes contenus, du coup, en attendant, c'est YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Vous tapez Marguin Design et vous allez me trouver. Alors, en voiture, dans les bouchons, avec l'aspirateur, comme vous voulez. L'aspirateur, il faut mettre les écouteurs quand même, mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, il faut que ça mette en énergie. Je suis solopreneuse, mais qui galère avec la technique. Ouais. Non, mais la technique, c'est vrai que c'est un truc. Mais en fait, c'est une gymnastique, la technique. C'est-à-dire qu'à force de bidouiller, à force de vraiment se mettre dedans, se dire, OK, là, je prends le temps, mais par contre, à la fin de la journée, c'est fait. À force, ça devient, tu crées des automatismes et du coup, la technique devient, tu prends les bons réflexes, les bonnes habitudes et après, la technique devient beaucoup plus facile. Il faut pratiquer. Il n'y a que ça de vrai pour ça. Eh bien, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Tu peux rester, pas de souci. À bientôt. Merci, salut. Au revoir. Alors, vous pouvez aller vous faire un petit café le temps que Régina arrive pour la suite. Donc, Régina va nous parler de la communication, comment communiquer pendant le Covid. Donc, on est en plein dedans. Ouais, moi, malheureusement, du coup, il va falloir que j'y aille. Ben, J'aurais bien aimé rester, mais peut-être je reviendrai tout à l'heure si possible. Oui. mais écoute, pas de souci. Il y Ça, avait c'est l'air d'autres, la stratégie. Chacun fait comme il peut et il y a Ouais. des replays, donc pas de souci. Super.